Monsieur Moreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter ce deuxième entretien. Donc, nous avons réalisé un entretien il y a 2 semaines consacré aux événements qui se passent actuellement en Ukraine et en Russie. Je mettrai le lien en commentaire. Aujourd'hui, je voudrais axer cet entretien plus sur Poutine et sur l'après-guerre en Ukraine. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez au quotidien. Alors, pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, un excellent livre sur Charles Quint. Et j'ai appris qu'à l'époque, Charles Quint avait été accusé déjà d'être un marane, c'est-à-dire un juif caché. Donc, ma première Mhm. question, vous allez la comprendre. Je ne suis Lorsque pas un je... juif caché. Alors, vous non, mais est-ce que Poutine ne serait pas marane? Non, 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 non. Non, il y a dans son entourage, il y a des gens qui ont des ascendances juives, hein. Je crois que c'est le cas de Dimitri Medvedev, le Premier ministre actuel, Michoustine, aussi. Mais Poutine, non, non, on ne l'est pas. Il y a plein de rumeurs qui circulent sur Internet. Il y en avait aussi sur Petro Poroshenko, le prédécesseur de Zelensky, que son vrai nom était Waltzman, etc. Mais non, il y a des gens qui ont un peu tendance à voir des juifs partout. Et là, en l'occurrence, non, Poutine n'a aucune ascendance juive. Son arbre généalogique est parfaitement ouvert. Mais oui, j'ai vaguement survolé ces théories. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Vous avez compris que je vous pose cette première question, comme ça on évacue le sujet, puis on passe entre Oui, guillemets oui. aux choses sérieuses. Alors, j'avais demandé aux internautes, suite à notre premier entretien, de vous poser des questions. J'ai reçu une avalanche de questions, donc impossible de toutes les Mhm. sélectionner. Elles étaient toutes très pertinentes. Et il y en a une que j'ai retenue qui est la suivante. Elle émane plutôt de quelqu'un qui est hostile à Poutine, donc je voudrais avoir votre Mhm. avis. Donc la question est la suivante. Poutine est-il l'une des nombreuses phases du mondialisme? Je parle de liens étroits qu'il aura avec la City, Klaus Schwab, Davos, et certains évoquent même son discours à Valdai, où il aurait parlé d'un mondialisme à rythme plus lent, qui se formerait autour de grands blocs géographiques. Bon, alors ça, il y a beaucoup de questions dans celle-là. Donc, non, Poutine n'est pas un mondialiste, c'est un nationaliste russe, donc pas ukrainien, hein, c'est un peu sur le modèle français. C'est quelqu'un qui fait souvent référence un peu au père du nationalisme russe qui s'appelle Ivan Ilin, donc qui a produit plusieurs ouvrages, notamment un qui s'appelle Nos missions, et dans lequel il explique ce que c'est que pour lui le nationalisme. Et donc, il le définit comme étant, comment dirais-je, c'est la contemplation de l'acte de mon peuple et de mon pays dans l'œuvre de Dieu et des hommes. Voilà, voilà à peu près. Donc en fait, c'est un nationalisme un peu, comme le nationalisme français, c'est-à-dire c'est d'abord une contemplation et ensuite c'est tirer les conséquences du fait qu'on n'est pas une nation, on n'est pas n'importe quelle nation sur la planète. Voilà, on a reçu beaucoup et on doit donner beaucoup et voilà. Et lorsqu'on commet des erreurs, comme on a beaucoup reçu, eh bien ces erreurs impactent le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé avec la France et c'est ce qui s'est passé avec la Russie. Et Poutine d'ailleurs oppose ce qu'il appelle le nationalisme des cavernes, c'est-à-dire la sauvagerie qu'on peut observer du côté des bataillons de représailles ukrainiens et le nationalisme je dis, positif qui est le mien, qui est celui de Poutine, d'Orban, de Bolsonaro, voilà, où personne n'a envie d'envahir son voisin. Mais en revanche, on ne veut pas que on touche ni au peuple russe, ni au monde russe. Voilà à peu près voilà. Et c'est pas parce que effectivement Poutine a serré la main de Schwab qu'il est contrôlé par Davos. Et en plus, Schwab a tendance toujours à rencontrer n'importe quoi. Je crois même qu'il avait dit que Poutine était un young leader. Donc, je vois pas quand il aurait pu être un young leader, puisqu'il était jusqu'à l'âge de 40 ans, à peu près 40 ans, il était au premier département du KGB, c'est-à-dire l'équivalent des GSE, hein, maintenant ça s'appelle le SVR. Il était basé en Allemagne, donc je vois pas comment est-ce qu'il aurait pu être. Mais voilà, donc il y a effectivement un mondialisme, ça existe, j'en ai parlé. Enfin, j'ai préfacé le livre de Pierre-Antoine Plaquevent sur Soros, donc ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais Poutine n'en est pas un. En revanche, il y a une réalité, c'est la mondialisation des échanges que personne ne peut nier et qui peut avoir des aspects extrêmement utiles, extrêmement importants, à condition de respecter les nations et les peuples qui habitent dans ces nations. Et c'est ce que fait Vladimir Poutine, c'est ce que veut la Chine, c'est ce que veut l'Inde.
de ces pays, aucune de ces nations n'a envie d'imposer son modèle au monde. Moi, par exemple, quand on dirait, regardez, en Chine, comment dirais-je, Crédit social. le crédit social. Mais les Chinois font ce qu'ils veulent. S'ils ne sont pas contents, ils votent. Si jamais il n'y a pas d'élection, ils font la révolution. Mais moi, je n'ai absolument aucun jugement de valeur à porter à ce que fait la Chine. Ça ne me concerne pas. Comme ce que fait, je ne sais pas moi, Maduro au Venezuela, ça concerne les Vénézuéliens, ça ne me concerne pas moi. Et en revanche, j'attends du Venezuela et de la Chine qui ne nous donnent pas de leçons. Mais sauf exception, sauf quand Macron les provoque, eh bien la Chine n'en donne à personne sur le système politique interne. Donc voilà, donc non, Poutine n'est pas un mondialiste. Il a pris acte de la mondialisation. Il essaie de tirer profit pour son pays de cette mondialisation, notamment dans ce qu'on observe actuellement, puis c'est le sujet qu'on doit évoquer, c'est-à-dire que les Allemands ne veulent plus nous livrer certains sous-ensembles, on va aller les acheter en Inde, on va les acheter en Chine essentiellement, et on va tourner notre économie vers l'Asie. Donc évidemment, la mondialisation aujourd'hui pour la Russie la mondialisation des échanges, j'entends, est une excellente chose, plutôt que ce monde unipolaire, qui n'aura pas duré très longtemps, d'ailleurs à peine 30 ans, que Washington a voulu nous imposer. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre une nouvelle fois. Ça fait beaucoup réagir en commentaire, à la fois les pro-Poutine et les anti-Poutine ou les personnes comme moi qui se posent des questions. C'est quand vous avez dit que Poutine n'était pas un dictateur. Et on m'a avancé les éléments suivants. Poutine est au pouvoir depuis de nombreuses années. Quand il n'est pas officiellement au pouvoir, c'est lui qui tirait les ficelles. C'est-à-dire quand Medvedev était officiellement président, c'est quand même lui qui dirigeait. Alors je ne dis pas que c'est vrai, hein. Je me fais le porte-parole des internautes. Et donc, quand Medvedev dirigeait, quand Medvedev était sur le devant de la scène, celui qui tirait les ficelles, qui dirigeait réellement en coulisses, c'était Poutine. On m'a également dit de vous demander, comme vous expliquez que dans une non-dictature, les opposants peuvent être en prison. Surtout, en définitive, vous avez parlé qu'il y avait des élections libres, qu'il y avait différents partis politiques qui pouvaient s'exprimer à la télé, mais dans les faits, vous l'avez même un petit peu dit, ces partis d'opposition ne peuvent pas prendre le pouvoir légalement. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'on n'est pas dans un régime autocrate, voire dictatorial? Aucun régime politique n'est parfait. Ce que je dis et ce que je maintiens, c'est qu'il y a plus de liberté politique et dans l'expression en Russie qu'il y en a en France. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pareil. Encore une fois, je suis très content que vos auditeurs se soient préoccupés par le système politique russe, mais il ferait mieux quand même de balayer devant leur porte, c'est-à-dire en France. Poutine n'a jamais éborgné 26 de ses concitoyens. Même quand il y a eu quand des manifestations illégales ont été réprimés. Ça s'est fait avec beaucoup de retenue. Donc, déjà, en tant que Français, je pense que là-dessus, il faut baisser d'un ton quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc ça, c'est une première considération. Deuxièmement, il faut voir ce que Vladimir Poutine a fait pour la Russie. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, donc d'abord en tant que Premier ministre en 1999, puis président en 2000, la Russie est dans une situation économique et politique épouvantable. Elle est en guerre civile, puisqu'il y a une guerre en Tchétchénie. Elle est endettée auprès du Club de Paris. Les oligarques contrôlent le pays et d'ailleurs ont choisi, se sont fait avoir par Poutine, mais c'est eux qui ont choisi Vladimir Poutine parce que Poutine a su jouer le personnage soumis, etc. D'ailleurs, tout au début, ce qu'on entendait, oui, Vladimir Poutine n'est que l'homme de l'oligarchie, etc. Bon, et puis finalement, il les a soit exilés, soit mis en prison, soit, on va dire, domestiqués. Et donc c'est ça qu'a fait Vladimir Poutine. Ensuite, pendant 8 ans, on a eu une croissance économique en moyenne à 7,5%. Donc c'est pour ça que lorsqu'il désigne un candidat qui est Dimitri Medvedev en 2008, il est élu. Il revient en 2012 et effectivement, comme ses résultats sont exceptionnels, il est réélu. Je veux dire, n'importe quel. Si, je sais pas, si Nicolas Sarkozy avait réduit la dette de la France, ramener la sécurité, ramener la prospérité économique, provoquer une vague d'industrialisation massive, aujourd'hui, il serait peut-être encore président. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Poutine est réélu parce qu'il a un bilan exceptionnel. C'est du point de vue économique, du point de vue humain. Là, on est dans la phase, on dirait dans la phase
où les femmes en âge de procréer ne sont pas nées dans les années 90. Donc, on a une baisse démographique, mais qui est temporaire. Et de mémoire, de 2013 à 2016, on a une croissance naturelle démographique, hors immigration. C'est-à-dire que les Russes se sont remis à faire des enfants. Et la Russie est un des pays qui fait le plus d'enfants. Et pas parce qu'elle importe massivement des immigrés, contrairement à ce qu'on raconte. Puisque vous regardez les endroits en Russie où on fait des enfants, c'est les zones slaves et même dans les zones caucasiennes, qui, comme on le voit d'ailleurs maintenant en Tchétchénie, ne sont pas un problème pour la Russie. En Tchétchénie, il y a 1,5 million d'habitants et le nombre d'enfants par femme ne va pas provoquer un grand remplacement, comme on peut l'entendre quelquefois, des Russes par les Tchétchènes, des Russes ethniques, j'entends parler de Tchétchènes. Donc, dans tous les domaines, Poutine a un bilan exceptionnel. Sur la scène internationale, sur l'économie, le bilan humain. C'est pour ça qu'il est réélu. C'est pas parce que. Et d'ailleurs, honnêtement, personne ne met en cause la réélection de Vladimir Poutine. Il est réélu à chaque fois, c'est autour de 60% minimum. Donc voilà, vous 59%, quelque chose comme ça. Donc, il n'a pas besoin de truquer les élections. Moi, je le vois autour de moi, il y a un véritable engouement. Et surtout, les Russes sont des réalistes. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les Russes, ils passent leur temps à se plaindre de Poutine. Mais dans les moments, je suis le plus poutiniste de mon entourage et je ne suis entouré que de Russes. Vous voyez, et je suis toujours en train d'ailleurs d'engueuler les Russes en leur disant vous faire essayer Macron, vous allez voir, vous allez. Mais quand la Russie, les intérêts vitaux de la Russie sont menacés, comme c'est le cas maintenant, ou quand il faut aller dans l'isoloir pour voter, bah, finalement, on se dit oui, c'est quand même le meilleur. Et finalement, vous voyez très bien quand vous commencez à attaquer Poutine, moi, je fais le test quelques fois, là, tout d'un coup, les Russes se mettent à le défendre, les mêmes qui le critiquaient il y a 5 minutes avant. Donc, les Russes se réservent le droit de critiquer leur président, mais ils ne laissent pas les autres. Ils ne veulent pas que les autres leur donnent des leçons. Et ça, c'est clair. Et aujourd'hui, vous le voyez très bien. Les gens, pourquoi est-ce que tout se passe bien ici? Parce que les gens ont confiance dans Vladimir Poutine. Ils lui font Et, confiance. Ça fait... et est-ce que c'est lui vraiment qui a dirigé le pays en sous-main de 2008 à 2012 ou c'était vraiment Medvedev? Mais déjà, il faut voir que Medvedev et Poutine sont sur la même ligne. Vous voyez aujourd'hui, parmi donc aujourd'hui, Dmitri Medvedev est numéro 2 du Conseil de sécurité nationale. Le numéro 1 étant Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il a un discours quasiment plus dur que celui de Vladimir Poutine. L'erreur, ça a été pour les Occidentaux de croire, une fois de plus, à leur mirage. C'est-à-dire que Medvedev était un libéral qui en fait, voulait vendre la Russie à l'Occident. C'était faux. Medvedev était très ouvert effectivement sur l'Occident, mais à aucun moment il a voulu remettre en cause l'indépendance et la souveraineté de la Russie. Et quand on l'écoute aujourd'hui, on s'en aperçoit. En revanche, il a réagi de manière très efficace sur la crise géorgienne, beaucoup moins sur la crise libyenne, puisqu'il a fait confiance, a priori, c'est Alain Juppé qui a obtenu le vote de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a permis en fait le coup d'État et l'assassinat de Kadhafi. Mais c'était plus parce qu'il est tombé sur un homme politique rotor à la française, un gauchiste à la française, c'est-à-dire Alain Juppé, qui l'a embobiné, qui lui a menti sur les conséquences. C'est sûr que je pense que Vladimir Poutine n'aurait pas commis cette erreur ou cette faute. Mais Medvedev ne l'a pas fait parce que Medvedev croyait sincèrement, d'ailleurs comme souvent Vladimir Poutine, qu'on pouvait essayer de faire jouer les institutions internationales, les instances internationales pour régler les conflits dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, ils y croient de moins en moins. Mais à l'époque, on est en 2010, je crois, c'est quelque chose auquel les Russes croyaient, mais pas que les Russes. Je pense que Vladimir Poutine n'aurait pas accepté ce vote de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais cela dit, ça a servi de leçon pour la suite sur la Syrie, sur plus aucune motion, plus aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, même les plus rusées, n'ont été votées ni par la Russie, ni par la Chine d'ailleurs, qui s'y sont même à plusieurs reprises opposées. Donc voilà, non, il n'y a pas d'opposition entre Medvedev et Poutine. Donc Poutine n'avait pas besoin de tirer les ficelles de Medvedev. Medvedev était, d'ailleurs, il y a eu plusieurs déclarations que évidemment les Occidentaux ne voulaient pas entendre, mais notamment pour savoir qui serait candidat en 2012. Medvedev a dit lui-même, ce sera celui de nous deux qui est le mieux placé. Or, Medvedev était très mal placé parce qu'il y avait eu la crise de 2008, tout simplement. C'est-à-dire qu'après avoir connu 8 ans de croissance, encore une fois, en moyenne 7,5% du PIB, tout d'un coup, on a connu une stagnation.
Et donc, puis enfin, tout d'un coup, tout ce dynamisme qui marquait les années jusqu'aux années 2008, eh bien, c'est arrêté et les Russes en ont voulu à Dimitri Medvedev. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas été réélu, mais par rapport à l'élection triomphale de Poutine en 2012, ça n'aurait pas été aussi triomphal. Il y aurait peut-être même eu un deuxième tour. Donc voilà, c'est pas une histoire de marionnettes. C'est simplement, ils pensent la même chose. Ils ont la même vision de l'avenir de leur pays. Vous avez répondu, j'avais une question sur la démographie, donc vous avez répondu, Mhm. vous avez abordé rapidement l'aspect économique. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le niveau moyen des Russes a augmenté ces 20 dernières années? Et est-ce que la Russie est un pays qui compte beaucoup de pauvres? Oui, oui, là, ça c'est considérable. D'ailleurs, vous voyez très bien le PIB, la Russie en parité de pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, le PIB en nominal ne veut rien dire. Si, par exemple, en 2013, le rouble passe de 43 roubles pour 1 euro à 85 roubles pour 1 euro. Donc, en nominal, c'est-à-dire en équivalent en dollars, forcément, le PIB chute. Mais après, si vous regardez, et de manière significative, mais si vous regardez en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'est-ce que les Russes peuvent acheter, non seulement les Russes de base, mais l'État russe, et qu'est-ce qu'il produit et quel est son véritable pouvoir d'achat, et donc la puissance de son économie. Ben oui, la Russie est juste derrière l'Allemagne. Sans le Covid, la Russie allait passer devant l'Allemagne et aurait été la 5e puissance économique au monde. Et la réalité, c'est ça. Et donc ça, forcément, ça a rejailli sur la population russe, qui est beaucoup plus d'ailleurs riche qu'on le croit, parce que beaucoup de Russes sont propriétaires. Moi, j'ai travaillé pour une grande chaîne de grande distribution. Je fais du développement. Donc, j'ai parcouru un peu la Russie. Et par exemple, je crois que c'était la ville Ulyanovsk, on était à quelque chose comme 90% de propriétaires d'appartements. Donc, si vous voulez, quand vous faites un calcul d'investissement, vous dites, ah oui, donc en fait, si jamais ils ont leur appartement, leur salaire, même s'il a l'air moins élevé qu'en France, alors qu'en plus, vous pouvez faire ce que vous pouvez acheter en France pour 1 euro, vous pouvez faire x3 pour ce que vous pouvez acheter en Russie, à Moscou. Et quand vous êtes en région, vous pouvez faire x4 ou x5. Donc, vous aviez des gens qui étaient largement propriétaires et qui, en plus, ils pouvaient consacrer l'essentiel de leur salaire, bon, bien sûr, à s'alimenter, mais également acheter des biens de consommation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça fait 22 ans que je parcours la Russie souvent dans tous les sens. Vous voyez bien, nier l'enrichissement de la population, c'est absurde. Il y a des pauvres, comme il y en a en France. Je pense qu'on n'est pas enfermé dans la pauvreté, parce que de toute manière, ici, il n'y a pas de filet, c'est pas comme en France. Donc, c'est vraiment on se bat pour retrouver. Vous ne restez pas sans travail de toute manière ici. C'est pour ça que tous ceux qui me disent qu'est-ce que je peux faire pour venir en Russie, je dis d'abord projet professionnel. Parce qu'ici, vous ne ferez pas la queue aux allocs pour vivre des prestations sociales, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, encore une fois, la Russie n'est pas un pays idéal, mais la Russie suit sa pente en la remontant, comme disait Gilles. Et elle a déjà croisé la France, qui descend, elle, sur cette pente. Et elle n'a pas croisé que la France. Et vous voyez le poids de l'industrie dans le PIB, on approche les 30%. Quand en France, on est à 13%. C'est la première puissance agricole, c'est le premier exportateur de blé. On va le découvrir dans pas longtemps avec l'augmentation des coûts de l'alimentaire. C'est un des 3 premiers exportateurs de pétrole. C'est le premier producteur de gaz. C'est le premier producteur de métaux transformés. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui, cette richesse-là, elle rejaillit sur la Russie, elle ruisselle sur la Russie. Et le changement de système monétaire qui a été induit par les sanctions occidentales ne vont faire qu'accélérer ce système. Et aujourd'hui, on le voit bien. Moi, je suis beaucoup invité sur les plateaux de télé russes et je vois les intervenants qui interviennent du point de vue économique. C'est souvent des gens bien formés. Le niveau est bien meilleur que ce qu'on peut voir en France. Et tout le monde attend avec vraiment excitation la mise en place de ce nouveau système monétaire international. Voilà, avec l'utilisation des monnaies nationales, l'utilisation des monnaies régionales. Il y a des tas de choses qui vont se mettre en place, qui vont donner encore un nouveau souffle à l'économie. D'ailleurs, je pense que si Poutine a que très peu hésité à faire son opération préventive en Ukraine, je pense que c'est parce qu'il s'est dit que la Russie avait encore besoin de sanctions pour pouvoir faire un saut qualitatif. Et là, je suis en train de préparer donc mon prochain livre sur ce qui s'est passé ces 8 dernières années entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je relis tout ce que j'ai publié pendant 8 ans. Et en fait, c'est ça en fait on observe plusieurs choses dans la longue durée, enfin la longue durée de 8 ans, je veux dire, c'est-à-dire cette volonté d'utiliser pour Vladimir Poutine les grands rendez-vous.
Donc, il y a les Jeux olympiques, le championnat du monde de foot, les sanctions 2014 qui sont une excellente chose. Et en fait, je pense que quand il a vu l'imminence du conflit avec l'Ukraine, avec l'OTAN, c'est plus un conflit avec l'OTAN qu'avec l'Ukraine, en fait. L'Ukraine, c'est le territoire sur ça se joue, mais ça se joue pas avec l'Ukraine. Il s'est dit qu'en fait, il avait absolument rien à perdre et tout à gagner. Et je crois que c'est ce qui est en train de se produire. Alors, très rapidement, on m'a demandé également, est-ce qu'Alexandre Douguin est un conseiller spécial de Poutine? Et est-ce que vous connaissez sa position sur l'Ukraine et les événements qui sont en Ukraine actuellement? Alors non, il n'a jamais été conseiller de Poutine. Il a été conseiller, je crois, de quelques personnes bien placées, de personnes assez puissantes. Mais aujourd'hui, il est un peu de côté. Moi, j'avais assisté à un meeting qu'il avait donné à Moscou au moment de la guerre dans le Donbass, tout au début, donc en 2014, et il avait une position très agressive contre Poutine. Le sommant en gros, d'aller faire la guerre immédiatement à l'Ukraine, etc., etc. Donc, et en plus, bon, la pensée politique de Douguin, elle n'est pas très stable ni stabilisée. Il parle d'espèce de néo-féminisme, de néo, enfin d'un autre monde, de la troisième voie vers un autre mondialisme. Enfin, bon, tout ça, c'est assez confus. Et c'est pas du tout ce que pense Vladimir Poutine. Les maîtres à penser de Vladimir Poutine, c'est Berdaïev, Ivan Ilin, Soloviev, des gens comme ça, des philosophes assez puissants russes, qu'on peut qualifier de nationalistes au sens où je les définis au début de l'interview. Et Douguin, en revanche, est utile à la Russie parce qu'il est très bien vu en Turquie et en Chine. D'ailleurs, je crois qu'il a sa fille travaille une de ses filles. Non, c'est pas non. Non. Comment ça s'appelle? Un des conseillers d'Erdogan, Perinçek, est un proche de Douguin, et dont le fils d'ailleurs, le fils de Perinçek, a été l'élève de Douguin. Et eux, ils croient. Et en Turquie, il y a tout un courant qui croit vraiment à l'eurasisme. Alors que pour la Russie, c'est une réalité géographique et maintenant économique, mais pas une réalité, je dirais, ethnique ou nationale. Et donc, Et sa et ça, position sur... Alors, pardon de vous couper, ouais. Monsieur Moreau, et sa position sur l'Ukraine, sur le conflit actuel, Ah bah, vous la lui, connaissez? il est, pour lui, il est 100% derrière le gouvernement russe, comme tous les Russes d'ailleurs. Et lui, il voit ça donc avec mais dans le cadre eurasien, etc., qui n'est pas ça n'existe pas un eurasien. Un Russe à Vladivostok, au bord de la mer du Japon, ou à Sakhaline, où je suis allé il y a quelques années, c'est un Russe. Il est aussi russe que le russe c'est un russe de province. Il est aussi russe que le russe de Tula ou des Yekaterinbourg. Donc, ça n'existe pas, l'être eurasien. C'est un fantasme. Et donc, voilà. Donc l'influence est très faible de Douguin, mais il a une certaine influence dans certains milieux. Moi, je trouve la fille d'Aria Dougina, j'étais sur un plateau de télé avec elle il n'y a pas longtemps, je la trouve plus intéressante que son père, pour être honnête. Peut-être plus en phase avec sa génération aussi. Mais Douguin, lui, en soi, bon, en fait, il est très connu et quelquefois apprécié en France parce c'est un linguiste, il parle, je sais pas combien, 7 langues, et il parle très bien français. Et donc, des ouvrages ont été traduits en français, donc du coup, mais par exemple, la troisième théorie, je crois, pour moi, c'est complètement fumeux. Pas du tout, alors j'ai pas du tout accroché. Merci de ces précisions. Alors, cette crise a démontré que la France était en réalité, mais on le savait déjà, une puissance de deuxième, voire de troisième zone. Cette crise a également révélé une nouvelle fois que l'Union européenne, était un nain politique. Alors, de votre regard de Français vivant en Russie, est-ce que vous pensez que l'UE peut exploser à court ou moyen terme quand on voit, par exemple, que l'Allemagne préfère les Américains pour ses fournitures militaires, ou que, par exemple, l'Autriche semble prête à payer son gaz en roubles? Alors, tout le monde va payer son gaz en roule, hein. Je vous dis tout de suite, ils n'auront pas le choix, ils n'auront pas de gaz et pour l'instant, il n'y a pas moyen de le remplacer. Donc, ils enverront de l'argent ils enverront des euros sur leur compte en roubles chez Gazprom Bank et Gazprom Bank les changera en roubles et avec ces roubles, ils pourront acheter du gaz. Donc, tout le monde va payer son gaz en roubles. Il y en a qui n'ont pas envie de perdre de temps, qui ne sont pas en campagne présidentielle, des pays comme l'Autriche, comme l'Arménie a déjà commencé, hein. Orban aussi a dit qu'il le ferait. Donc voilà. En revanche, alors, pour moi, l'UE
court dans la crise avec la Russie un grand danger du point de vue international, parce que là, par exemple, je crois que la Russie aujourd'hui a expulsé 18 diplomates de l'Union européenne. Et aujourd'hui, en fait, ça veut dire que en fait, c'est dans l'intérêt de l'UE de se faire reconnaître comme un interlocuteur pour la Russie. Mais en se présentant comme un, comment dirais-je, euh, comme une entité agressive vis-à-vis de la Russie, ce qui peut finir, c'est se faire tous dégager. La Russie peut très bien se passer d'une ambassade de l'Union européenne à Moscou, en réalité. Et finalement, s'adresse aux pays qui prennent les décisions. Il y en a deux. Bon, le premier, c'est Washington, hein, qui décide pour l'Europe. Et le deuxième, c'est l'Allemagne, parce que c'est le qui paye. Et que c'est encore une économie puissante. Donc, effectivement, tout ça, ça relègue l'Union européenne et la France. Mais ça aussi, c'est la faute de l'action lamentable d'Emmanuel Macron. On en a déjà parlé. C'est dans sa relation avec la Russie, bon, qui n'est que la continuation de ce qu'on observait avec François Hollande. Donc, effectivement, si vous voulez, la France est une puissance d'équilibre. Si jamais elle refuse d'être une puissance d'équilibre et qu'elle prend parti, personne ne l'écoute. Parce que on n'a pas, quand vous entendez Bruno Le Maire qui menace la Russie de guerre économique, quand on voit l'état de l'économie française, mais c'est juste. Mais si vous voulez, les Russes, ils ouvrent les yeux, mais qu'est-ce qui lui arrive? En fait, c'est quoi les sanctions contre la Russie? C'est l'Allemagne. Le seul pays qui peut vraiment menacer la Russie de sanctions qui peuvent, pas la dissuader de faire ce qu'elle fait, mais qui peuvent être douloureuses pour la Russie, c'est l'Allemagne. La France n'en a. Et encore, pour moi, la sanction la plus grave, c'est les semi-conducteurs. Il n'y a pas de fabricant de semi-conducteurs à basse nanométrie en Europe. D'ailleurs, j'avais vu que Ursula von der Leyen a lancé il y a un mois, il faut tout d'un coup se réveille, ah oui, on n'est pas capable de fabriquer des semi-conducteurs à basse nanométrie. Il faut qu'on lance une usine. Bah, bravo, c'est bien. Et en fait, la pire des sanctions pour moi qui était appliquée à la Russie, c'est ça, c'est les semi-conducteurs, et c'est pas l'Europe qui va la mettre, c'est l'Asie. Enfin, c'est la menace des sanctions de Washington sur Taïwan et la Corée du Sud, qui va peut-être empêcher, bon, Taïwan c'est sûr, Corée du Sud, les Sud-Coréens sont très nationalistes aussi, ils font un peu ce qu'ils veulent, qui va leur empêcher de livrer des semi-conducteurs à la Russie, donc qui, je pense, va à son propre programme, et puis il va à des réserves et se tourne de toute manière vers la Chine. Donc, mais c'est ça, c'est pour moi le véritable problème, c'est ça. Tout le reste, les Russes peuvent le faire. Et par rapport à ma question, comme on voit déjà que l'Union européenne, elle est divisée, pour que l'Union européenne puisse fonctionner, il faudrait qu'il y ait un couple franco-allemand fort, mais dans la réalité, il n'existe pas. On voit bien que chacun joue sa partition. Il y en a déjà qui sont prêts à payer en roubles, d'autres qui le feront. Et puis, il y a beaucoup de pays en Union européenne, il faut dire la vérité, comme l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, dans le concert des nations, sont des puissances de quatrième zone. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une UE qui va imploser à court ou moyen terme à cause de crises successives qu'elle n'arrive pas à résoudre? Oui, bah, l'UE finira comme l'URSS, hein, ça c'est évident, ça finira par exploser. Après, donner un délai d'explosion, c'est toujours difficile. voilà. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est comme l'OTAN. Le problème, c'est pas les puissances qui vont rentrer dans l'OTAN, que ce soit la Finlande ou la Suède. Le problème, c'est que les grandes puissances doivent en sortir. L'OTAN, c'est pour ça que j'ai reproché à tous les candidats, y compris, on va dire, que ce soit y compris tous les candidats dits souverainistes qui étaient Zemmour et Marine Le Pen, de proposer la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui est une stupidité sans nom. Et le seul, finalement, qui était cohérent, c'était Jean-Luc Mélenchon, qui a dit non, on sort de l'OTAN. On n'a pas besoin de ça. Les guerres de l'OTAN ne sont pas les nôtres. Et là-dessus, il avait parfaitement raison. Ce qui se passe en Ukraine, on peut avoir un avis sur ce qui se passe en Ukraine, mais la France n'y a aucun intérêt. L'Ukraine, ni en Ukraine, ni en mer Noire. L'Ukraine ne vaut pas une goutte de sang français ou 0,0,1% du PIB français. Ça ne le vaut pas, ça ne nous concerne pas. Alors après, on peut s'émouvoir d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas un problème, mais on n'a pas à se brouiller avec la Russie, qui, elle, en revanche, représente un intérêt pour la France, un intérêt parce que c'est pourvoyeur d'énergie, voilà, un gros client, c'est avec lui qu'il faut bien s'entendre. Avec l'Ukraine, on s'en moque. Mais enfin, je parle du point de vue, je parle pas du point de vue humain chrétien. Tout ça est terrible. Mais du point de vue de l'intérêt froid et égoïste de la France, hein, l'égoïsme doit être le fondement de la politique étrangère. Et, ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne pas, mais pas du tout. Voilà. Donc voilà, la question elle est là. Et
si jamais on avait d'ailleurs cette position-là, on serait écouté. Non seulement par la Russie, mais même par Washington et par l'Allemagne, en disant: «Bon, beh, tiens, la France a une position, qui est solide là-dessus, bon, ça bloque tout, ça bloque le reste». C'est le responsable par son inaction, voire sa complicité de ce qui se passe en Ukraine, c'est Macron, à 200. Et Oui, c'est pour ça que plus personne ne l'écoute. Il y a les Russes ont inventé le mot macronite, hein. Macronite, c'est-à-dire, appeler sans arrêt au téléphone pour ne rien dire. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, c'est une blague ici. Donc, voilà où on en est. Donc effectivement, on est parti pour 5 ans, quoi. il y a malheureusement de grandes chances. Donc, on a bien compris qu'à la faveur de cette crise, comme vous l'avez expliqué dans le premier entretien et récemment là, dans vos premières réponses, la Russie s'éloigne de l'UE et de la France, elle semble se rapprocher de la Chine et de l'Inde. Donc la question, elle est double. C'est est-ce qu'on va assister à la fameuse fin de l'hégémonie américaine, cette fameuse Pax Americana, et est-ce que celle-ci sera remplacée par une Pax Russia ou Russia chino-india, je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'en gros, il va y avoir un nouvel ordre des choses au niveau international, ou au contraire, les Russes vont rester dans leur zone d'influence, tant qu'on ne les embête pas, on ne les embêtera pas, pour faire très simple et schématique. L'hégémone américain ne sera pas remplacé par le chinois ou le russe, qui d'ailleurs n'ont absolument pas envie de devenir des hyperpuissances mondiales. Et d'ailleurs, quand on observe en fait ce qu'on assiste, c'est la fin d'une séquence de transition entre la guerre froide je dirais, et un nouveau monde, hein, qui n'aura finalement duré que 30 ans. Et quand on regarde dans le détail, j'avais constaté ça déjà en 1999, quand j'avais vu que l'OTAN n'avait pas osé attaquer l'armée serbe sur le territoire du Kosovo. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient peur. Parce que, bon, on connaît la valeur du soldat serbe, l'OTAN n'est pas prêt à mourir et elle n'est pas prêt à demander aux mères des soldats français ou allemands d'aller mourir pour son impérialisme, que ce soit au Kosovo aujourd'hui ou que ce soit en Ukraine. Et je pense que là, ça a été la première faiblesse. Quand on écrira l'histoire de cette période de 30 ans, je pense que c'est le premier constat de faiblesse de Washington. C'est que malgré, on avait l'impression avec le Kosovo qu'ils étaient au sommet de leur puissance, et pourtant non, ils étaient déjà sur le déclin. Et, ensuite, on l'a bien vu ces 20 dernières années, échec en Irak, on vient de voir l'échec en Afghanistan, et puis on va assister à leur échec en Ukraine. Et donc voilà, mais personne n'a envie de prendre cette place. Le problème, en fait, c'est que c'est dans les racines, c'est la destinée manifeste des États-Unis. Je vous recommande le bouquin de mon ami Nicolas Mirkovitch sur la question, sur l'impérium américain. Le problème, c'est que c'est dans leur religion, dans leur puritanisme, dans leur fanatisme. Ils pensent que Dieu leur a donné une mission, qui sont le nouveau peuple élu, et qui sont là pour imposer ce qu'ils estiment être les valeurs, et qui finissent même par être des valeurs qui vont à 180 degrés des valeurs chrétiennes qui au début, ils prétendaient promouvoir, puisque maintenant, ils sont aussi fanatiques avec l'idéologie LGBT qu'ils l'étaient avec leur puritanisme. On est Et très donc, loin du puritanisme des pères fondateurs des ouais, États-Unis. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais alors, C'est-à-dire qu'il y a... alors, pardon de vous couper, mais alors, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous répondez comme argument, comme celui-ci, par exemple, que la Chine, elle avance ses pions en Afrique, par exemple? Bah oui, mais la Chine est une puissance en pleine expansion. Elle a elle a besoin d'énergie et elle a besoin de clients pour son outil industriel. Donc, elle fait de l'expansion commerciale. Mais qui vous dit que Et cette expansion commerciale ne deviendra pas à terme une hégémonie? C'est ça, en fait, la question. C'est que on voit bien que les rien, peuples. rien, sinon l'histoire chinoise. L'histoire chinoise n'est pas d'histoire coloniale. Les Chinois se sont toujours étendus par la riziculture, donc il faut beaucoup de mains, il faut être très nombreux, etc. Mais ils n'ont pas du tout envie d'imposer la Chinese way of life aux Africains, ni même aux Français, ça ne les intéresse pas. Ils défendent leurs intérêts. Et l'avantage, c'est que leurs intérêts sont parfaitement lisibles, contrairement aux Occidentaux qui sont des fous fanatiques avec leur idéologie. Les Chinois, ce que je viens de vous dire, ils ont une population d'1,3 milliard d'habitants à nourrir, donc tout doit fonctionner, parce que si par une région chinoise se soulève, c'est 100 millions d'habitants tout d'un coup qui font la révolution. Donc tout doit fonctionner. Donc voilà, les enjeux économiques et humains sont colossaux, et
pour répondre à ces enjeux, eh bien, il faut trouver des ressources en matières premières. C'est pour ça qu'ils sont très dépendants de la Russie dans ce cadre-là, et que la Russie est ravie de coopérer avec la Chine, puis qui lui apporte d'autres choses dont elle a besoin. Et voilà, mais c'est comme Erdogan. Erdogan est parfaitement lisible. Ceux qui sont illisibles, ce sont les Occidentaux, et la France notamment. Là, les sanctions qui ont été prises sont un suicide pour l'économie française. Emmanuel Macron, il va avoir les 5 années qui viennent, je lui souhaite bien du plaisir. Parce qu'il y a toute raison de croire que les Gilets jaunes vont reprendre du service. Et croyez-moi, j'en ferai partie. Mais c'est de sa faute. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Les sanctions qui ont été prises contre la Russie par l'Europe sont totalement suicidaires. Et pour la France, encore plus que pour les autres pays. Parce qu'à la limite, encore une fois, l'Allemagne produit quelque chose. Et l'argent qu'elle déverse sur l'Union européenne, qu'elle va perdre dans les sanctions, elle l'a. Nous, en fait, on endette les générations futures. Et on ne produit plus rien. Pour un conflit qui, voilà, pour un conflit qui ne nous concerne pas. Donc, c'est ça qui est. Mais si vous voulez, vous regardez dans le monde aujourd'hui, c'est assez unique. Hein. Même des pays socialistes durs, on va dire, comme le Venezuela, il n'a pas envie d'envers ses voisins, Maduro. Il n'y a que nous qui avons encore envie de répandre nos erreurs et nos péchés tout autour de la planète. C'est extraordinaire. Et pour moi, ça, oui, on assiste à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle. Pourtant, Robespierre, qui n'est pas de mes amis politiques, déjà à l'époque des Girondins, disait les peuples n'aiment pas les missions armées. On ne va pas apporter la paix et la liberté avec des baïonnettes. Et c'est marrant que cette tradition girondine d'envahissement, elle se perpétue d'une certaine façon, bon, par différents biais, mais... Rousseau disait dans l'Émile, méfions-nous de ces philosophes qui vont chercher dans des livres des Tartares à défendre. Et voilà, donc tel est incapable en gros d'aimer son prochain, mais en revanche, je vais vous expliquer qu'il faut aller faire la guerre pour Kiev. Et donc, mais c'est ce que je place mon livre au passage, le livre noir de la gauche française. C'est ce que j'étudie dans la gauche française et la guerre, c'est-à-dire que il y a tout un courant de la gauche, donc qui est le courant girondin, donc qui est les premiers terroristes sont les Girondins, ensuite ils sont relayés par les Jacobins, et ce courant déclare la guerre à l'Europe pour chasser les tyrans. Et vous prenez le discours de Brissot en avril 1792, vous prenez le discours de Jules Ferry qui veut se lancer à la conquête de la colonisation, ce que ne veulent pas les nationalistes à l'époque, je le rappelle. Vous prenez le discours de Mélenchon au moment où on parlait de la crise en Libye. Il faut écraser le tyran pour qu'il n'écrase pas la révolution, quelque chose comme ça. C'est du 1792 à 200%. Donc oui, une fois de plus, la gauche impérialiste va encore nous entraîner dans une guerre qui, j'espère, ne sera qu'économique et qu'on va perdre. Parce qu'en plus, comme d'habitude, la gauche nous entraîne vers la guerre sans être capable de nous y préparer. Et là, vraiment, quand on voit Bruno Le Maire menacer la Russie, on a l'impression de voir le Zimbabwe qui menace le Royaume-Uni. Enfin, c'est complètement délirant. Mais encore une fois, ils sont irrationnels parce que ce sont des fanatiques. Vous avez parlé un peu d'économie, j'aimerais vous poser une question sur l'argent, parce que l'argent est le nerf de la guerre. On parle beaucoup en France, comme vous le savez, de la fin du cash, et il y a beaucoup de militants, d'intellectuels, quelles que soient les tendances confondues, qui nous expliquent qu'avec la perte du cash, il y a un risque potentiel de perte de liberté, parce que la nouvelle monnaie numérique va apporter une traçabilité permanente, etc. Au contraire, il y en a d'autres qui disent que la nouvelle monnaie numérique, donc pour être clair, les crypto-monnaies, sont en réalité une chance pour la France avec une double opportunité, plus de traçabilité, contrairement à l'argument premier, donc de gagner en liberté. Et puis il y en a d'autres qui disent, avec les crypto-monnaies, contrairement au taux d'intérêt en France, avec le livret A qui est à 0,75 ou 0,5, il y a la possibilité de gagner de l'argent en investissant. Donc, quelle est votre position par rapport à cette question? On l'a vu que la guerre économique dont vous parlez va peut-être aussi se jouer demain sur la guerre avec les crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Alors, il y a des crypto-monnaies qui sont traçables, mais il y en a qui ne le sont pas. Hein. Le Monero, par exemple, ça ne l'est pas. Et puis, c'est un milieu tellement fertile en nouvelles idées. Enfin, c'est le système de la blockchain. Que ça donne une liberté qui avait été confisquée effectivement qui est confisquée progressivement par le régime. Effectivement, la fin de la monnaie cash ce sera une privation de liberté,
D'ailleurs, c'était Charles Gave qui disait si j'ai envie d'aller voir les prostituées, j'ai pas forcément envie que mon banquier le sache. Et bon, c'est pas que pour ça, mais effectivement, de toute manière, le but, c'est de contrôler au maximum ce que font les citoyens. On l'a bien vu avec le QR code policier. Et il y a aussi, je pense aussi, pour un pays socialiste comme la France, le besoin d'aller chercher jusqu'au dernier centime qui se trouve dans la poche des gens, parce que le régime on est au bout du rouleau du point de vue des prélèvements obligatoires. On est le premier pays en Europe. Je crois qu'on a quelque chose comme 47%, je crois, et de prélèvements obligatoires et 57% de dépenses publiques. Donc tout ça, il faut le financer. Le jour où ce sera plus financé, et comme on a mis des sanctions sur l'euro, la France bientôt ne pourra plus, comme l'euro va cesser d'être une monnaie refuge, la France ne pourra plus emprunter à bateau, voire à taux négatif comme elle le fait encore jusqu'à aujourd'hui. Donc là, effectivement, en plus, on va se reprendre quoi qu'il arrive 5 ans de socialisme, peut-être 20. Et donc, ils iront chercher dans les poches des gens les derniers centimes qui restent. Donc ça, voilà, il y a à la fois ça, il y a financer un État socialiste au bord de la banqueroute, et puis voilà, le contrôle total sur les gens. Cela dit, là, je suis d'accord avec ceux qui disent que les crypto-monnaies, enfin tous les systèmes de blockchain, de systèmes décentralisés, j'avais donné une interview à Pierre-Antoine Plaquevent il y a 4 ans là-dessus, et j'avais dit ça va être quelque chose de révolutionnaire et qui permettra finalement de retrouver une liberté. Ce que j'avais dit à mes amis ici, un jeune là, qui est spécialiste des crypto-monnaies, me dit, mais en fait, les sanctions mises contre la Russie, c'est des sanctions de boomers. Il se croit dans les années 80. C'est Bruno Le Maire qui fait un chèque pour payer sa facture d'électricité. Autour de moi, ici, avec toutes les limites, tout le monde s'est mis aux crypto-monnaies. Et ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qui a pris énormément de temps pour créer un SWIFT, le SWIFT, c'est un système qui a mis en place le transfert d'argent international. Il a commencé à se mettre en place dans les années 70. Aujourd'hui, il y a ces 10 000 institutions bancaires, financières et bancaires. Et c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a il y a du hardware, je veux dire, il faut des accords avec les banques centrales. Ça a mis beaucoup de temps à se construire, mais aujourd'hui, avec la technologie, ça mettra beaucoup moins de temps. Et une fois que la Russie aura son crypto-rouble basé par exemple, les matières premières, mais dans ce cas, vous allez avoir une vélocité des échanges avec ces monnaies-là Mais qui va être extraordinaire. mais le problème aujourd'hui, M. Moreau, c'est qu'il y a beaucoup de monnaies de crypto-monnaies, pardon, qui sont adossées à rien. C'est-à-dire qu'il y a un côté Ah virtuel, il y oui, a un c'est intéressant. Moi, du point de vue de l'offre et de la demande, si vous voulez, le Bitcoin, par exemple, c'est exactement le contraire de l'euro. C'est-à-dire que ça marche uniquement sur la confiance. Oui, voilà, c'est En ça. fait, vous achetez du Bitcoin parce que vous vous dites qu'avec le Bitcoin, vous allez pouvoir acheter quelque chose. C'est ça. Donc, vous avez confiance dans cette monnaie. Alors, comme c'est très volatile et que c'est adossé sur rien, ça monte, ça descend, ça peut être assez brutal. Et l'euro, c'est en train de devenir exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez plus en vouloir parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir acheter quelque chose. La Russie, par exemple, s'aperçoit que les euros ne lui servent à rien parce qu'elle ne peut rien acheter. Et il y a quelque chose que j'observe en ce moment qui est assez intéressant. La Russie a commencé à payer des entreprises à qui elle devait de l'argent, ou les institutions financières qui ont emprunté des bons, qui ont acheté des bons du Trésor russe, la plupart sont aux États-Unis, elle les payait en roubles, en disant vous pouvez prendre vos roubles et aller vous payer sur les fonds qui sont bloqués. Et ils vont faire la même chose pour les compagnies aériennes, les compagnies qui détiennent les 500 avions en Russie, que la Russie a décidé de continuer à louer, mais en payant en roubles. Et qu'est-ce que les gens vont faire de ces roubles-là? Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des roubles. Vous êtes sûr de pouvoir acheter quelque chose, en tout cas au moins du gaz, du pétrole et bientôt du blé. Et c'est ça en fait qui va faire la force. C'est pour ça que le rouble a refait son retard et même est en train de revenir à des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis des années. Parce que les gens se disent petit à petit, ouais, bah, finalement le rouble c'est bien. Déjà je peux acheter ça, ça vaut quelque chose parce que je peux acheter quelque chose. Et d'ailleurs les Français devraient réfléchir. Le blocage des fonds russes, c'est quelque chose qui, en fait, a été fait au niveau des populations, à Chypre, en Grèce, où tout d'un coup, on explique aux citoyens que bah, voilà, bah, tout ce que vous avez au-dessus de 20 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, confisqué. Mmh. Voilà, si on en a besoin. Et voilà, je suis en 2030, je ne possède rien et je suis très heureux. Grand reset, Schwab. Mmh. Donc, ça devrait faire réfléchir. Et c'est ça. Mais là, la question monétaire est vraiment passionnante, hein. Et encore une fois, pour revenir à votre question, sur les crypto-monnaies, c'est un pur acte de confiance. C'est une monnaie qui est fondée uniquement sur la confiance.
pas sur une économie réelle. Mais finalement, à partir du moment où on voit que les Occidentaux peuvent saisir 320 milliards de dollars d'actifs, ouais, pourquoi pas le Bitcoin. Oui. J'ai plus confiance dans les monnaies numériques que dans l'euro alors qu'il est, je peux vous dire honnêtement. Je ne sais pas ce que va se permettre le gouvernement socialiste français après la réélection de Macron, après les législatives en tout cas. Qu'est-ce qui, Comment ils vont faire Et pour sortir du marasme économique dans lequel est la France, à part voler après, l'argent qui reste après, aux il faut classes qu'il ait une moyennes. majorité en juin. C'est pas gagné, ça encore. Cinquième République, des bons côtés, mais des mauvais. Et il y a un engouement qui suit l'élection Oui, du oui, président c'est la et qui cohérence va. des institutions. Oui. Ouais, Alors, toujours pour rester sur le volet économique, si vous le voulez bien, donc les Européens ont essayé de s'organiser donc en union économique dans un premier temps et en union politique dans un deuxième temps. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une recomposition de l'espace politique à l'est, c'est-à-dire que les Russes se tournent à l'est, enfin, ou au sud, sud-est, avec l'Inde, pourquoi pas Mhm. la Chine, à terme, pourquoi pas l'Iran, voire même le L'Amérique du Brésil. Sud, hein, Voilà, le Brésil. Bolsonaro. Oui. Bolsonaro. Mhm. Est-ce qu'on pourrait envisager non pas une monnaie unique, mais une monnaie commune entre la Chine, l'Inde, voire l'Iran, pour favoriser les échanges? Est-ce que vous en avez Bah, entendu parler? c'est ce dont il est question, hein, c'est-à-dire, moi je pense qu'on va arriver à l'apparition des monnaies régionales. C'est-à-dire, à l'époque d'ailleurs, au FMI, il s'était étudié, à l'époque de Strauss-Kahn notamment, qui s'appelait les DTS, les droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire que vous mettez dans un panier, un basket, comme on dit en anglais, vous mettez différentes monnaies. Chacun prend une part. Vous avez le DTS et vous avez, par exemple, vraiment, je dis n'importe quoi, mais 25% de roubles, 25% d'euros, 25% de dollars, 25% de yuan. Donc, ça permet une stabilité, puisque quand une monnaie baisse, l'autre augmente. Et avec ça, on commerce. Et ça, effectivement, ça vaudra quelque chose, parce qu'avec avec le DTS, ben, vous pouvez acheter quelque chose, puisque c'est reconnu mondialement. Et ça, c'est ce qui pourrait, si jamais Washington était raisonnable, mais je pense que Washington est un acteur irrationnel, ça pourrait remplacer le dollar. Et si ça ne se fait pas au niveau mondial, ça se fera au niveau régional, vous aurez un DTS, pour reprendre le terme, avec 50% yuan, 50% de roubles. Et, Oui. les sociétés seront d'accord pour commercer. La monnaie, c'est de la confiance. Encore une fois, le Bitcoin le montre, c'est de la confiance. Et évidemment, si vous avez un DTS qui est basé sur des monnaies, des économies aussi fortes que l'économie russe, l'économie chinoise, ou d'autres économies d'Asie, hein, des pays comme l'Indonésie est passé devant la France en parité de pouvoir d'achat, parce que j'ai vu, ou le Brésil, pareil, le Brésil aussi est passé devant la France en parité de pouvoir d'achat. Donc, il suffit que les gens se mettent d'accord et que la confiance règne entre les acteurs économiques, et la monnaie, elle existe. Et surtout, encore une fois, aujourd'hui, on est des moyens technologiques d'aller beaucoup plus vite dans la mise en place des échanges que ça s'est fait dans les années 70-80 avec le SWIFT. Euh, Autre question, on va revenir rapidement sur les événements en Russie et en Ukraine, ou en Ukraine plus exactement. Dans la presse occidentale que j'ai lue ces derniers temps, avant même notre premier entretien et à la suite de notre entretien, donc depuis le 2 avril, euh, certains dans la presse occidentale, hein, je précise toujours, parce que j'ai dit beaucoup de presse, ont parlé d'une certaine frilosité de la Chine à soutenir vraiment Poutine. Que les Chinois étaient plutôt dans une attitude neutre, légèrement pro-Poutine ou pro-russe. Donc, est-ce que vous validez le fait que les Chinois ont été plutôt prudents, ou au contraire, vous invalidez ces analyses en disant non, non, les Chinois se sont clairement positionnés pour un soutien franc à l'entreprise russe menée par Poutine à l'est de l'Ukraine? Alors, il faut faire la différence entre le gouvernement chinois et les sociétés chinoises. Le gouvernement chinois est 100% pro-russe. Les sorties du ministre des Affaires étrangères chinois, des diplomates chinois, notamment aux États-Unis ou en Russie, sont d'une clarté, et ils ont envoyé balader Blinken, Biden, quand ils demandaient de joindre les sanctions. Après, vous avez des sociétés chinoises qui ont des intérêts dans le monde entier. Donc, eux, ils sont extrêmement prudents et ils ne veulent pas apparaître, puisque eux continuent encore à travailler avec les Occidentaux, continuent à travailler avec le dollar ou de l'euro, donc on n'a pas envie d'être sous le coup des sanctions. Donc ils sont prudents et font des déclarations comme quoi ils respecteront les sanctions. Mais vous avez des grosses sociétés d'État chinoises qui s'en moquent complètement. Et vous voyez très bien d'ailleurs que vous avez eu Madame Truss
donc le ministre des Affaires étrangères anglais, le Foreign Office, qui s'est rendu en Inde, se croyant encore au 19e siècle, pour dire à l'Inde de respecter les sanctions, et elle s'est fait envoyer balader par le ministre des Affaires étrangères indien. Et l'Inde, aujourd'hui, achète avec une bonne ristourne le pétrole russe contre lequel l'Union européenne fait la fine bouche. Donc, si vous voulez, il y a des sociétés chinoises qui seront, à mon avis, des sociétés d'État qui vont faire ce qu'elles voudront avec la Russie. Et a priori, aujourd'hui, il y a une dépêche qui est tombée. La Chine est désormais intéressée par ce que fait l'ODKB, l'Organisation de sécurité collective, qui avait été construite sur les ruines de l'URSS, qui organise la sécurité des anciennes républiques. Donc, on l'a vu notamment intervenir au moment de la crise au Kazakhstan. Aujourd'hui, la Chine est prête, sans doute, à rejoindre cette organisation de sécurité collective. Non, les autorités chinoises, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles soutiennent elles affichent une neutralité, mais dans la réalité, elles soutiennent parce que pour la Chine, ce que la Russie fait en Ukraine, c'est ce qu'elle va faire à Taïwan. D'ailleurs, il y a des manœuvres en ce moment à Taïwan. Et d'autant plus que les États-Unis viennent de proposer au Japon de rentrer dans l'AUKUS, etc., etc. Donc, on va vers une montée en tension. Et évidemment que la Chine a tout intérêt à ce que la Russie a tout intérêt à tous les niveaux, les niveaux économiques, les niveaux Et politique et diplomatique. politiques. Les nouvelles routes de la soie, ça passe par la Russie. La route maritime du Nord qui passe désormais avec la baisse du niveau de la banquise en Arctique, c'est du pain béni pour la Chine et la Russie. C'est Mais 15 tout à jours de l'heure, moins que passer par le canal de Suez. Donc, non, il y a la Chine est main dans la main avec la Russie. Moi, j'ai des amis en mais Chine, je peux vous dire qu'il y a une phase de russophilie intense. oui, oui, mais alors tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant que je valide. Vous avez dit que les Français n'ont pas, enfin, nous, en tant que Français, le conflit en Ukraine, d'un point de vue politique, hein, on ne parle pas de évidemment d'un point de vue humain, on n'a aucun intérêt. Et ça rappelle les fameuses expressions dans les années 30, on ne doit pas mourir pour un corridor ou pour dancing. Mais aujourd'hui, est-ce que le peuple chinois serait, enfin, est-ce que le gouvernement chinois serait prêt justement à aller plus loin dans son soutien à la Russie, à tel point que des Chinois pourraient mourir pour l'Est de l'Ukraine dans un soutien à la Russie? Mais Vous voyez? La Russie lui demande pas. Mais pas besoin. Pas besoin, la Russie n'a pas besoin de la Chine pour gagner la guerre. Non, la Russie, ce qu'elle veut, c'est développer des relations gagnant-gagnant avec la Chine. Donc, c'est-à-dire acheter à la Chine ce que désormais elle ne peut plus acheter à l'étranger, donc des machines-outils, des Oui, semi-conducteurs, oui. et en échange, eh bien, participer au projet des routes de la soie. Euh, la Russie, c'est quand même un marché intéressant. C'est le premier marché d'Europe. Il y a quand même 146 millions d'habitants, bientôt plus, avec la réunification avec l'Est de l'Ukraine. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est aussi un des gros fournisseurs d'armement de la Chine. La Chine a besoin, notamment dans le domaine de l'aviation, où elle a beaucoup de retard, elle a besoin de la Russie. Et la Russie et la Chine ont besoin de coopérer. Il y a des domaines qui ont été annoncés par Poutine et par Xi Jinping, notamment sur la conquête de la Lune, qui a de nouveau été le 12 avril, qui a été de nouveau annoncé. Vladimir Poutine a annoncé ça au peuple russe, qu'on allait repartir sur la Lune. Et donc voilà, dans le domaine de technologie, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des échanges commerciaux, tout simplement, c'est une relation gagnant-gagnant. Et les Chinois ne vont pas demander aux Russes de venir les aider à reprendre Taïwan, et les Russes ne vont pas demander aux Chinois de les aider à récupérer le Donbass et l'Est de l'Ukraine. Ils n'en ont pas besoin en plus. Et faisons un peu de prospective. Si demain il y a une montée des tensions entre la Chine et Taïwan, comme il semble se préciser, bien évidemment, selon vous, la Russie apportera un soutien diplomatique et politique à la Chine. Voilà. Oui, il y a la communauté internationale, comme on dit, n'a pas reconnu n'a jamais reconnu l'indépendance de Taïwan, qui d'ailleurs ne l'a jamais proclamé, hein, de mémoire. À l'époque de Chiang Kai-shek, Taïwan disait la Chine, c'est nous. Et puis, et en plus, c'est vrai que ça a été une puissance économique extrêmement dynamique au début, très innovante. Aujourd'hui, ils sont complètement absorbés par la Chine continentale. Et désormais, c'est une question, c'est l'indépendance. Mais si jamais le Taïwan déclare son indépendance, là, pour le coup, la Chine envahira Taïwan. Si vous voulez, est-ce que la Chine
veut envahir Taïwan, récupérer Taïwan? Oui. Est-ce Oui, qu'elle peut? Oui. Est-ce qu'elle va faire? Pour l'instant, non. Mais c'est une option. Et si elle le fait, la Chine est une puissance nucléaire, donc les États-Unis laisseront faire. Et je pense qu'au contraire, là, ce que regarde pour la Chine, ce qui se passe en Ukraine est aussi un peu un Kriegspiel. Ils vont voir jusqu'où sont capables d'aller les pays de l'OTAN. oui. Euh, une autre question qui fait suite à notre premier entretien, certaines personnes avaient été choquées quand vous avez déclaré que la conscience nationale chez les Ukrainiens était faible, voire qu'elle n'existait pas. Et en fait, ils étaient étonnés que ce soit un Français qui dise ça, au moment même où la France elle-même, il y a de moins en moins de conscience nationale. Est-ce que vous pourriez préciser ce propos ou pas trop? Si, mais je déplore. C'est pas parce que je décris quelque chose qui est une réalité en Ukraine que je n'observe pas avec tristesse ce qui se passe dans mon propre pays, hein. Mais nous, on est dans l'inverse de la situation ukrainienne, c'est-à-dire que nous, on est une vieille nation qui a 1500 ans d'histoire et que l'on menace de faire disparaître par différents truchements, notamment l'invasion migratoire, mais pas seulement, également la destruction des valeurs qui nous ont faites, la déconstruction de notre histoire, etc. Donc ça, oui. Et effectivement, il y a une perte de conscience nationale. Mais bon, je pense que la France a justement dans son histoire 1500 largement de quoi puiser le fondement de sa renaissance, on va dire. L'Ukraine, c'est vraiment autre chose. C'est un pays qui a été inventé de toutes pièces, qui n'existe pas. Ça a été inventé par les bolcheviks. Ça a été inventé par quelques philosophes fanatiques et limités à la fin du 19e siècle, hein, qui ont produit les premiers textes fin 19e, début 20e. Je crois que j'en ai déjà parlé sur votre chaîne. Oui, oui, Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et finalement, c'est un pays qui a son indépendance depuis 30 ans et qui est incapable d'en faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de sentiment, il y a pas de sens de l'État. Tous les gouverneurs ou les maires sont des satrapes qui pillent et qui se servent. Et à côté de ça, on a greffé encore une fois une idéologie qui n'a rien à voir avec ce que respecte le peuple ukrainien, notamment le fait de vénérer Stepan Bandera et Shushkevich, quand il y a 6 millions et demi d'Ukrainiens qui ont combattu dans l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. Hein. Donc, c'est tout. Donc, ça s'appelle du nation building. C'est pas pour rien qu'on utilise un terme américain pour le décrire. C'est-à-dire qu'on essaie de faire avec n'importe quoi une nation. bien sûr. Le Kosovo n'existe pas. Le Monténégro n'existe pas. Ça s'appelle la Serbie. La Serbie. Milosevic, son père était monténégrin. C'est un monténégrin, Milosevic, pour vous donner le. Voilà. Et donc tout ça est totalement artificiel. C'est pour ça que, et d'ailleurs, encore une fois, les Ukrainiens de l'Est, personne ne parle, à mon avis, de ce qui se passe, des choses les plus importantes, ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit en Ukraine. C'est que vous avez la totalité de la région de Kherson, donc c'est au sud, c'est au nord de la Crimée, c'est au sud de l'Ukraine. C'est en gros la région PACA. Et les 2 tiers de la région de Zaporozhye, donc qui est également au nord et qui jouxte Kherson à l'est. En gros, ces territoires-là, ça fait 2 fois la région PACA. Et ces territoires sont désormais sous la Pax Russiana et tout se passe bien. Et les gens sont ravis. Ils peuvent de nouveau parler russe sans être menacés de se faire soit menacer, soit prendre une amende. Les universités, les écoles recommencent à enseigner en russe, qui est la langue de leurs parents, de leurs ancêtres, qui est une grande langue littéraire scientifique, ce que n'est absolument pas l'ukrainien, qui est un dialecte même pas stabilisé. Et désormais, les fonctionnaires sont payés en roubles. Les fonctionnaires, pensionnaires, les retraités sont payés en. Donc le rouble commence à circuler à égalité avec la hryvnia et maintenant les gens veulent du rouble parce que les gens ont confiance dans le rouble. Ils n'ont pas. On revient toujours à l'histoire de la monnaie. Et C'est ça, c'est ce qui fort. va se passer au fur et à mesure des territoires qui seront libérés. Parce que personne ne regarde, mais vous allez sur l'internet russe. Christelle Néant notamment qui fait un travail extraordinaire sous-titre, mais tous les gens de Mariupol, malgré la destruction de la ville qui est due au fait que les bataillons se sont cachés dans les appartements pour essayer de ralentir la progression russe, mais ils sont tous pro-russes. La ville, elle est russe, maintenant c'est terminé. Ça ne deviendra jamais, même pas ukrainien, mais rien. Et croyez-moi, la région de Kherson, désormais, elle est perdue pour l'Ukraine.
comme le sera à mon avis la région de Zaporozhye, une fois que Zaporozhye aura été pris, et sans doute Kharkov et sans doute Odessa. Ça prend plus de temps qu'on aurait pu l'espérer, parce que je pense que ce qui n'a pas été perçu par les Russes, et par moi, je le reconnais, c'est l'infiltration au sein de l'armée ukrainienne et du personnel politique des ukro-nazis. Mais cela dit, quand on regarde ce qui se passe à Mariupol, ça aussi, c'est en train d'évoluer. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, il y a eu une grosse reddition qui a eu lieu il y a 2 jours. On en est à 1350 soldats d'infanterie de marine qui sont rendus. Et eux, en fait, simplement, ils étaient là, on leur disait de rester là. Leurs officiers étaient déjà partis. Et il y avait quelques commissaires politiques, donc ukro-nazis, qui les menaçaient, qui leur disaient de rester, mais en fait, ils n'avaient aucune information. Et dès qu'il y en a un qui a pris le risque, bon, on va voir ce qui se passe dehors. Et bien sûr, les Russes se sont fait un plaisir de les accueillir, de bien les traiter. Ils leur montrent les exactions qui sont commises sur les prisonniers russes, qui d'ailleurs ont été reconnus, puisque même Kiev s'est engagé à punir les responsables. Et les types sont effrayés. Et ces gens-là, ils ne savent même pas ce qu'ils font là. En revanche, ceux qui résistent dans Azovstal, ça, c'est les bataillons, c'est ce qui reste des ukro-nazis et des mercenaires. Et eux, effectivement, ils savent très bien que ce qui les attend, c'est d'être liquidés sur place ou la Sibérie pour les 30 prochaines années. Donc là, ce sera plus long, mais en tout cas, il y a une partie de l'armée ukrainienne qui est prête à se rendre et qui, à mon avis, se rendra très rapidement au moment de la grande offensive dans le Donbass. Et il y en a une autre partie, fanatisée ou terrorisés par les commissaires politiques, ça prendra un peu plus de temps. Et puis surtout, eux n'hésiteront pas à faire plein de petits Mariupol, à Kramatorsk, en ce moment à Severodonetsk, dans la région de Lugansk. Et en fait, ce que traduit le comportement justement des ukro-nazis et des élites kieviennes, c'est qu'ils déjà ils ont renoncé au Donbass. Parce que là, les témoignages des habitants du Donbass qui ont raconté comment ils se faisaient chasser de leur maison, enfermés dans les caves pour que les Russes n'osent pas tirer sur… Ça, ils l'ont vu. Ils l'ont vu et on va en témoigner. Ils en témoignent tous les jours sur l'Internet russe, sur tous les médias russes. Et les Russes, au contraire, montrent, eux, comme ils traitent bien les prisonniers, comment ils accueillent, comment ils amènent de l'humanitaire, etc., etc. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça veut dire que Kiev a renoncé au Donbass. Ils ont compris qu'ils ont perdu le Donbass et qu'ils vont tout détruire avant de partir. Et j'ai peur qu'on assiste à la même chose à Kharkov et à Dniepopetrovsk et à Nikolaïev et à Odessa. Alors, Ouais, justement, pardon. non, je vous en prie. Récemment, j'ai entendu une analyse à la radio, peu importe, qui disait que l'armée de Poutine avait besoin d'une dernière victoire avant justement la grande fête nationale de mai, et qu'en gros, mi-mai, on verrait la fin du conflit. C'est-à-dire l'idée pour que ça coïncide avec la cérémonie de la guerre de libération. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, je pense que il faut plus donner. Moi, j'ai essayé de donner des dates. On a parlé de la journée des cosmonautes justement dans les médias russes. Je pense que ça sert à rien de donner des dates parce qu'aujourd'hui, les opérations militaires sont menées par les militaires. Poutine s'en est totalement remis à l'état-major. Et ce qui fait que, par exemple, il y a des décisions qui étaient politiquement négatives, comme par exemple le fait de se retirer de la banlieue de Kiev pour se redéployer vers Kharkov. Poutine n'en a absolument rien eu à faire. C'était ce qu'il fallait faire militairement, et donc c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, militairement, ce que devrait faire Zelensky, c'est retirer les forces. Ses meilleures forces sont dans le Donbass. Dans les jours qui viennent, il y aura une grande offensive qui va se déclencher, et donc ses meilleures forces seront encerclées, et donc condamnées à être détruites. Et ce qu'il devrait faire aujourd'hui, si c'était l'état-major qui dirigeait, c'est justement de renvoyer ses forces vers l'ouest et de faire une nouvelle ligne de défense qui soit défendable, ce que n'est plus aujourd'hui le Donbass. Mais ça, il ne le fait pas à cause du coût politique, puisqu'en plus, si vous voulez, la propagande que vous subissez à Paris, enfin en France, c'est la même que subissent les Ukrainiens dans les zones encore occupées par Kiev. Vous voyez. Et donc, si tout d'un coup, en fait, Kiev abandonne le Donbass, alors qu'on a expliqué que l'armée russe est au bord de la destruction, les gens vont plus comprendre. Ils vont se dire vraiment sous notre gueule. Comme les Allemands l'ont compris à partir de la moitié de l'année 1944. Voilà. Et donc voilà, donc c'est le politique qui domine à Kiev, mais c'est le militaire qui domine à Moscou. Et surtout avec la consigne d'avoir le moins de pertes possible. Donc, on prend notre temps, on avance, dès que ça bloque, on fait venir l'artillerie, on fait venir les avions, on fait venir les chars, on bombarde. Comme de toute manière, l'armée ukrainienne ne manœuvre pas, on a tout notre temps.
C'est ce que disent les Russes. Et donc, en fait, on ne sait pas trop combien de temps. Ce qui va être, à mon avis, on pourra peut-être donner une date sur La fin du la conflit. rapidité on va dire de la destruction de l'armée ukrainienne. L'essentiel de l'armée ukrainienne est si elle est détruite, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus que des villes. Donc là, ce sera pareil, le Festung Belfel de 45 à la Adolf Hitler. Hein. Mais en gros, globalement, il n'y aura plus aucun espoir de contre-attaque de la part de l'armée ukrainienne. Et on va voir la rapidité avec laquelle la NAS russe va se refermer, si elle se referme. On ne sait jamais. Il y a un truc que j'ai peut-être pas vu. Hein. Peut-être une armée cachée à Dniepopetrovsk ou à Zaporozhye qui va attaquer l'armée russe sur son flanc. Je ne sais pas, tout est possible. J'y crois pas trop, mais bon, admettons. Mais donc, on va voir justement comment va se passer l'encerclement final de l'armée ukrainienne dans l'Est. Et selon la rapidité, on comprendra et surtout l'érédition. Si jamais donc la NAS est scellée, et après, on va voir la rapidité avec laquelle une partie des troupes va se rendre, comme on l'a observé là à Mariupol. Tout d'un coup, il y a plus de 1000 personnes qui se rendent. C'est des scènes, ça rappelait vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, je pense qu'à partir de là, en fonction de la vitesse d'exécution de l'armée russe, on pourra avoir une idée Mais après, est-ce que Zelensky va revenir à la raison? Et est-ce qu'il va déposer les armes et donner aux Russes ce qu'ils veulent? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce que c'est lui qui prend les décisions ou est-ce que c'est son sponsor américain? Oui, l'Amérique n'a aucun intérêt à ce que la guerre se finisse rapidement, surtout avec une Oui, victoire fulgurante russe. oui, il va l'enlisement. Très rapidement, une réponse en 30 secondes si possible. Est-ce que le moral des troupes russes est toujours bon? Oui, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire de ce que je vois ici, c'est le moral des Russes. Oui, est bon. J'ai quelques amis qui sont parmi les volontaires dans le Donbass, donc des troupes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Leur moral est au top. Forcément, ils sont en train de gagner la guerre. Donc, voilà. Et l'armée russe, c'est une armée de professionnels. Donc, oui, elle fait son boulot. Si vous voulez, en plus, il faut voir une chose, c'est que la rotation a eu lieu dans l'armée russe. C'est-à-dire que normalement, un soldat peut combattre un mois et après, il faut qu'il se repose. Donc cette rotation a eu lieu, elle est en train de finir d'avoir lieu. C'est aussi pour ça que, avant d'attaquer la deuxième phase de l'offensive, les Russes ont fait une pause pour ramasser du matériel et pour permettre la rotation des troupes. Mais les Ukrainiens n'ont pas pu se permettre ça. Eux, ils sont bloqués. Il n'y a eu aucune rotation des troupes. Vous avez des soldats ukrainiens qui vont bientôt se battre depuis 2 mois. C'est épuisant. C'est nerveusement. Les Russes, eux, ils contrôlent la totalité du ciel ukrainien quasiment. Et donc ils font ce qu'ils veulent. Donc oui, le moral est bon. Je pense que le moral est bon côté russe. Je le sais qu'il est bon du côté des Des volontaires? milices, des républiques, voilà, des milices volontaires. Et visiblement, quand on voit les Ramzan Kadyrov et, qui débarquent à Mariupol, le moral a l'air d'être plutôt bon. On a beaucoup parlé lors du premier entretien, et là, lors premier entretien, vous avez beaucoup parlé des aspects tactiques, stratégiques, militaires. Dans ce deuxième entretien, on a un peu parlé, même beaucoup, des questions économiques et diplomatiques. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la guerre, c'est aussi une guerre de l'image, une guerre de l'information. Et récemment, on nous a dit, on nous a présenté comme quoi il y avait des charniers qui avaient été ou qui auraient été découverts. Est-ce que vous pouvez nous faire un focus là-dessus, s'il vous plaît? Vous allez avoir aussi les femmes enceintes, les viols de masse, les femmes enceintes éventrées, les enfants écartelés. Vous allez avoir la totale, comme sur la Serbie, comme en Irak, comme les armes de destruction massive, comme en Syrie, comme en Libye. Voilà, bon, je veux pas, vous en allez avoir tous les jours. Hein. En plus, plus l'armée ukrainienne va être battue, plus on va remplacer la carte des opérations, si tant est qu'on la montre encore à la télé française, on va la remplacer par du pathos. Voilà. Donc ça, oui, franchement, je ne vais pas commenter. Plus pour l'instant, c'est assez grossier. Enfin, dire que c'est les Russes qui ont tiré à Tochkaou alors que ça fait 20 ans qu'ils n'en ont plus dans leur armée. Sur Kramatorsk, en l'occurrence, il faut quand même être gonflé. Et mais voilà, donc plus ce sera gros, plus ça passera. Donc oui, vous aurez la totale. Voilà, vous aurez, je pense. Et toujours avec une petite référence à la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'il y aura du gazage. Oui, il y a du gaz, ils ont déjà parlé. Alors le problème, c'est qu'il y a eu.
Le problème, c'est qu'il y a eu, avec la reddition des 1000 soldats d'infanterie de marine, ils n'ont pas été gazés, ils sont encore en vie. Et d'ailleurs, les Russes leur ont demandé, vous avez souffert des gaz? Ils disent non, non, on a souffert de la faim et là, il n'y en a pas d'eau. Mais les Russes nous en ont donné. Donc, vous aurez la totale. Mais le problème, c'est que si vous voulez, ces intoxications, elles ont permis les bombardements de la Serbie, de la Bosnie serbe, de l'attaque en Irak. Mais on a bien vu déjà en avril 2018, quand on a accusé Bachar el-Assad d'avoir fait une attaque chimique, hein, pareil. Finalement, on a tiré quelques missiles en disant aux Russes qu'on allait tirer pour pas que ça les touche. La moitié des missiles français, d'ailleurs, ne sont pas partis, tellement notre armée est dans un mauvais état, après 40 ans de socialisme. Et puis, pour finir, ça n'a rien changé. On n'est plus dans les années 90 ni au début des années 2000. On n'est plus où l'opération média mensonge, comme dirait Michel Collomb, et après, bombardement. Voilà. Oui, bah, je suis passé sur un plateau de télé russe il n'y a pas longtemps. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous avez perdu la guerre de l'information et la bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez rien à faire. Ça a bien fait rire tout le monde. Et un Russe m'a répliqué, on l'a perdu en Occident. Parce que quand vous regardez dans les médias indiens, chinois, africains, Oui. sud-américains, il n'y a qu'en Occident et en Europe de l'Ouest qu'on avale les bobards de la propagande Mais grossière qui vient. je vous coupe rapidement, M. Moreau. J'ai accès à toute la presse mondiale, mais je ne peux pas tout lire. Mais pour des raisons personnelles, je m'intéresse beaucoup à la presse africaine. Et j'étais étonné du traitement médiatique en Afrique, qui est beaucoup plus objectif, qui est très. Et puis, paradoxalement, enfin, je dis paradoxalement par rapport à la soupe qu'on reçoit en France, mais qui est plutôt même pro-russe, mais même aussi bien au niveau des gouvernements. C'est ça qui est aussi intéressant. Et ça, on n'en entend pas parler en France. Juste, je vous coupe, j'ai encore une ou deux questions. Est-ce que vous pourriez préciser, vous avez évoqué le terme de néo-goulag lors de notre premier entretien. Est-ce que vous pourriez donner de l'ampleur à cette spécificité ou cette nouvelle notion? Attendez, j'ai dit ça à quel sujet? C'était par rapport Goulag à... numérique. J'ai parlé de goulag numérique il y a un moment. Oui, et vous avez aussi parlé de néo-goulag, et voilà, il y avait un internaute qui aurait voulu vous préciser cette notion. Attendez, alors je ne sais plus dans lequel. Si par le goulag numérique, j'avais utilisé cette expression quand j'ai commencé à être censuré sur YouTube et sur Twitter. Et, avec toutes ces lois qui sont prises petit à petit, et des lois non prises, parce que par exemple les GAFA, moi par exemple, je me suis fait, comme on dit, pardonnez l'anglicisme, striker ma chaîne YouTube pendant une semaine. Et vous l'avez toujours aujourd'hui? Je l'ai récupéré. Mais pendant une semaine, je n'ai pas pu mettre mes bulletins sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que je les ai mis sur Odyssée. sur Odyssée, sur Rumble. C'est très bien, les sanctions, ça oblige à innover. Donc, et on va vers de plus en plus de répression. Donc, c'est ça, oui, c'est l'espèce de goulag numérique dans lequel on veut nous faire vivre en nous imposant. Ce qui est assez intéressant, parce que moi, je suis quand même, bon, j'ai un peu plus, je viens d'avoir 50 ans. Donc, j'ai vécu les années 80, l'apparition de l'Internet, les années 90, la liberté. Donc, ça, c'était vraiment en Occident, tout le monde se réjouissait, on allait faire tomber tout le système autoritaire, autocratique grâce à ça. Mais aujourd'hui, l'endroit au monde où il y a le plus de répression sur l'Internet, sur le contrôle du numérique, c'est l'Occident, à commencer par la France. C'est effrayant ce qui se passe en France. Et ça, oui, évidemment, oui, ils aimeraient bien constituer un goulag numérique. Après, vous connaissez, vous avez parlé de la Révolution. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais enfin, je vous en reparlerai après en privé. Mais vous connaissez l'expression de Saint-Just, hein, pas de liberté pour les ennemis de Oui, la liberté. j'en parle dans mon livre, justement. J'ai un chapitre qui s'appelle La gauche française et la répression, où je démontre de manière, je pense, objective et définitive que la répression fait partie du fondement même de la gauche. Elle n'existe pas sans la répression, et elle a même besoin de cette répression pour elle-même, en fait. C'est comme une espèce de sacrifice rituel auquel elle se livre régulièrement. On l'a vu encore une fois au moment des Gilets jaunes, on l'a vu avec la période du Covid et du QR code policier. C'est quelque chose qui lui est vraiment consubstantiel. J'ai une dernière question, M. Moreau. J'ai bien compris, et j'espère que les futurs auditeurs
la vidéo sera en ligne demain si tout va bien, on a bien compris qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère. Vous avez parlé de la guerre à papa menée par Bruno Le Maire avec son petit chèque, le fait que la guerre médiatique importait peu par rapport à la réalité du terrain. Ça, je trouve ça également très intéressant. Vous avez également mis l'accent sur le fait qu'au niveau même géopolitique mondial, on était dans une nouvelle ère, une nouvelle recomposition, des nouvelles alliances. L'idée également, vous avez parlé de monnaie régionale, de nouvelles alliances à l'Est pour la Russie. Ma question va être consacrée à Poutine, ma dernière question. Euh, Est-ce que Poutine peut-il être justement l'homme de demain? Ma question, c'est d'un point de vue philosophique et intellectuel, par rapport à ses références, par rapport à sa formation, sans vouloir retomber dans un fameux débat présidentiel en France, l'homme du passif, mais est-ce que Poutine peut être l'homme politique 3.0 dans cette recomposition totale à laquelle on assiste pardon, aussi bien sur le plan économique, politique, géopolitique? Alors là, c'est une question que vous devriez plutôt poser à Yannick Jaffré, qui a écrit l'excellent Vladimir Bonaparte Poutine et qui m'a préfacé mon bouquin justement sur le livre noir de la gauche française. Ce que je dirais, c'est qu'à coup sûr, Poutine va rester quelqu'un de structurant pour la Russie. C'est-à-dire que je pense qu'il sera l'égal du prince Vladimir qui a baptisé la Rousse de Kiev, du prince Yaroslav, de Pierre le Grand, de la Grande Catherine, et il y aura Vladimir Poutine. Mais je mets même Vladimir Poutine au-dessus de Pierre le Grand et de la Grande Catherine. Parce qu'il y a enfin, la profondeur de ce qu'il a fait dans tous les domaines, et on commence seulement, même moi qui comme suis ce qu'il fait depuis 20 ans, il y a des choses que je commence seulement à comprendre. Et donc, je pense qu'il sera quelqu'un d'extrêmement structurant et un exemple à suivre pour toute la classe politique, la classe politique russe. Je pense qu'il sera un peu comme le général de Gaulle en France, encore moins, en moins contesté, parce que de Gaulle est tout de même contesté par une partie de l'extrême droite et par une partie de l'extrême gauche, mais ce qu'on n'aura pas du côté de Vladimir Poutine, parce qu'il y a quand même un énorme consensus sur ce qu'il fait et sur ce qu'il est. Et je pense que plus on creusera, plus on sera impressionné. Je sais que je crois que c'est Pierre-Yves Rougeron, la maison d'édition, a publié les textes de Vladimir Poutine jusqu'à son accession au pouvoir, je crois, jusqu'en 2000. Et je lisais les déclarations qu'il faisait en 91. On était encore en URSS, il venait d'arriver comme fonctionnaire à la mairie de Moscou, chargé des relations internationales. Et donc, on était encore à l'époque soviétique, et justement, on l'interrogeait parce qu'on s'est persuadé qu'il n'y avait plus le portrait de Lénine dans son bureau. Et il avait déjà dit à l'époque ce qu'il a redit pendant 22 ans, en disant: j'ai une approche apaisée de l'héritage soviétique. Et en revanche, ce qui est clair, c'est que les bolcheviks ont mis sous l'État unitaire russe une bombe. Et cette bombe, elle est une nouvelle fois explosée en Ukraine. Vous voyez. Donc tout ce qu'il dit, en fait, c'est-à-dire que Vladimir Poutine avait une conscience de la situation et de ce qu'il voudrait faire s'il était un jour président, il le deviendra 10 ans après, qui montre la puissance non seulement de sa réflexion, mais de sa volonté. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'on en est qu'au début de découvrir et d'admirer l'œuvre de Vladimir Poutine pour la Russie. Après, est-ce que ce sera un modèle à l'international? Je pense pas. Je pense pas. Il y a des choses dont un grand président français pourrait s'inspirer. Mais encore une fois, nous aussi, on a nos modèles, et on a notre nation, on a une manière de gouverner qui n'est pas celle des Russes. Donc, ça restera un des grands personnages du XXIe siècle, incontestablement. Mais voilà, après, est-ce que ce sera plus que pour la Russie? J'espère simplement que les Russes remplaceront toutes les statues de Lénine qui restent encore par celles de Poutine quand il sera mort. Pas de son vivant, quand il sera mort. Pas de culte de la personnalité du vivant, c'est mauvais ça. Oui, pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie, voilà. Comme on est chrétien. Eh bien, écoutez, M. Moreau, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.